Du luxe ensoleillé d'une villa de Brentwood aux portes de fer froides et inflexibles du centre correctionnel de Twin Towers, la descente de Nick Rainer a pris l'allure d'un cauchemar éveillé. Ce complexe carcéral de haute sécurité situé au cœur de Los Angeles est tristement célèbre, non seulement pour sa surveillance implacable, mais aussi pour ses conditions de vie si difficiles qu'elles lui ôtent tout sentiment de dignité. Les toilettes restent en panne pendant des semaines non réparées et débordantes. La puanteur aigre de la moisissure s'accroche aux murs de béton et s'infiltre dans chaque respiration. La nourriture arrive à peine mangeable d'une qualité si médiocre qu'elle confine à la négligence. Dans cet environnement, Nick Rainer, un homme qui a passé plus de 30 ans dans un cocon de privilèges et de confort, serait en train de s'effilocher rapidement. Ceux qui connaissent la situation décrivent des moments où il hurle de manière incontrôlée dans sa cellule, sa voix résonnant dans les couloirs au cœur de la nuit. Parfois, il nie tout répétant sans cesse les mêmes mots désespérés « Laissez-moi sortir, je suis innocent ». On pense que cette phrase est devenue un refrain obsédant qui rebondit sur les murs de béton longtemps après minuit. La situation devient encore plus terrifiante si l'on considère la possibilité d'une condamnation à perpétuité. Si ce destin devient réalité, cette prison ne sera plus un espace de détention temporaire. Elle deviendra le monde entier de Nick. Un environnement permanent où les détenus ne pardonnent pas le tabou ultime de tuer ses propres parents, où la faiblesse n'est pas accueillie avec sympathie, mais marquée comme une invitation. Dans un tel endroit, la vulnérabilité est une monnaie d'échange dangereuse. Avec un passé documenté de toxicomanie et un état mental visiblement fragile, Nick est confronté à un risque immense. Dans un environnement déjà dépouillé d'humanité et saturé de violence réprimée, les individus comme lui sont souvent manipulés, exploités et abusés. La question qui plane sur son existence n'est plus centrée sur le seul verdict. Elle est bien plus primitive. Combien de temps peut-il survivre? Après son arrestation pour le meurtre de ses parents, Nick Rainer a été transféré au Twin Towers Correctional Facility, un vaste complexe pénitentiaire situé dans le centre de Los Angeles, généralement réservé aux accusés faisant face aux charges criminelles les plus graves. Il ne s'agit pas d'un lieu où les peines sont purgées, mais d'un vide prolongé d'un lieu d'attente froid où le temps s'étire anormalement et où chaque jour porte le poids écrasant d'un jugement imminent. Les tours jumelles sont principalement destinées à accueillir des détenus de sexe masculin souffrant de graves problèmes de santé mentale. D'une capacité de plusieurs milliers de personnes, elles fonctionnent comme une zone de confinement de dernier recours, offrant des services psychiatriques et médicaux d'urgence. Les détenus les plus en vue et les personnes nécessitant une surveillance constante y sont souvent placés. L'architecture elle-même est oppressante. D'épais murs de béton se rapprochent de tous les côtés. D'étroits couloirs canalisent les mouvements dans des voies rigides. Des lampes fluorescentes brûlent sans cesse, sans jamais s'éteindre, sans jamais permettre au corps ou à l'esprit de se reposer. Il en résulte une sensation constante d'étouffement. Pour quelqu'un qui vivait autrefois entouré de richesse et de confort, la transition n'est pas seulement physique. Il s'agit d'un profond effondrement psychologique. Selon des sources non officielles et des témoignages de personnes qui ont connu l'établissement de première main Twin Towers, est depuis longtemps considéré comme l'un des centres de détention les plus détériorés et les plus punitifs du système de Los Angeles. La surpopulation chronique a transformé les quartiers d'habitation en pièges dépourvus d'air. Les cellules sont exiguës et humides. Les murs en béton transpirent l'humidité. La lumière naturelle a presque disparu de la vie quotidienne. Cette congestion ne fait pas qu'épuiser le corps, elle érode l'esprit, heure après heure, dépouillant les détenus de tout sentiment d'identité. Les conditions sanitaires, selon la plupart des descriptions, sont épouvantables. La moisissure s'étend sur les murs et les plafonds, tandis que l'odeur persistante de l'humidité se mêle à la puanteur des déchets humains. Les rats et les insectes qui se déplacent dans les unités d'habitation sont devenus une routine inquiétante. Les toilettes restent souvent en panne pendant de longues périodes, les eaux usées refluant jusqu'à ce que les détenus soient obligés de vivre au milieu d'odeurs insoutenables. L'air donne envie de vomir, aurait marmonné une voix à l'intérieur d'un des blocs cellulaires. La nourriture n'apporte aucun soulagement. Des plateaux froids arrivent avec du pain si dur qu'il peut à peine être mordu, et des repas présentant des signes visibles de détérioration. De nombreux détenus ne peuvent se résoudre à manger. Selon les rapports, Nick fixe souvent son plateau pendant de longues périodes avant de le repousser sans y toucher.
Comment peut-on manger cela ?» murmurerait-il la voix crue. Sauter des repas est devenu une habitude accélérant le déclin de son état physique déjà affaibli. L'environnement, au-delà de sa cellule, ne fait qu'aggraver le danger. Ses codétenus seraient eux-mêmes sous le coup de graves accusations et se sont adaptés à une hiérarchie brutale régie par l'instinct de survie. La tension ne retombe jamais. Un simple regard trop appuyé ou un mot mal placé peut déclencher une confrontation. Pour quelqu'un comme Nick, peu habitué au conflit et à la confrontation chaque heure qui passe, devient un exercice d'endurance. Des murmures provenant de l'intérieur suggèrent que Nick se recroqueville souvent dans le coin de sa cellule, évitant autant que possible le contact visuel et l'interaction. Mais l'isolement n'offre aucune protection garantie. Des cris résonnent dans les couloirs, des claquements de métal se produisent sans avertissement, des bagarres soudaines éclatent, brisant toute illusion de sécurité. Le sommeil devient fragmenté et peu fiable. Lors d'un épisode de panique, alors qu'une ombre passait brièvement à travers les barreaux de sa cellule, Nick aurait crié avec terreur « Ne m'approchez pas ». Pour les détenus souffrant de maladies mentales ou de toxicomanie, Twin Towers est particulièrement périlleux. Bien que l'établissement soit présenté comme disposant d'unités de traitement spécialisées, la réalité est plus sombre. Les soins de santé mentale sont rares et fragmentés. Les médicaments sont souvent administrés non pas comme une thérapie, mais comme un moyen de contrôle. En raison d'une grave pénurie de personnel médical et de surveillance, de nombreux détenus sont enfermés dans des crises psychologiques prolongées sans intervention significative. La prison a également été critiquée à maintes reprises pour les fautes commises par le personnel, la surveillance inadéquate et les décès évitables. Des enquêtes indépendantes ont fait état de suicides et de décès survenus dans des cellules où les détenus étaient isolés pendant de longues périodes, privés de contact humain et soumis à un stress psychologique incessant. Pour des personnes déjà fragiles sur le plan mental, un tel environnement ne fait pas qu'exacerber la maladie, il en accélère l'effondrement. Selon des sources proches de l'affaire, ces conditions ont alarmé l'équipe de défense de Nick. Les rapports indiquent que l'avocat Alan Jackson a soumis une requête formelle au tribunal décrivant l'environnement de détention comme excessivement brutal et représentant une menace sérieuse pour le bien-être mental et physique de son client. Cette requête aurait été rejetée, les autorités affirmant que l'installation répond toujours aux normes minimales. L'implication est effrayante. Il existe une possibilité réelle et effrayante que Nick Reiner ne puisse pas survivre longtemps dans cet endroit. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder en arrière. Il faut placer l'ancienne vie de Nick faite d'indulgence et de protection implacable à côté de la dure réalité qu'il affronte aujourd'hui derrière les barreaux. Nick Reiner a grandi dans des circonstances que la plupart des gens peuvent à peine imaginer. De somptueuses maisons à Brentwood. La célébrité et l'influence de son père Rob Reiner. Le dévouement inébranlable et protecteur de sa mère. Pendant plus de 30 ans, Nick n'a jamais eu à s'inquiéter de l'argent du logement ou de l'avenir. Tout était soigneusement géré en son nom. Ses parents croyaient que l'amour appliqué sans limite pouvait tout réparer. Il ne lésinait pas sur les dépenses. Écoles privées, thérapies intensives, programmes de réadaptation poussés, seconde chance, sans fin. Pour eux, Nick n'a jamais été un fardeau. Il était un enfant à sauver. Même à l'âge adulte, Nick est resté financièrement dépendant. Il n'avait pas d'emploi stable et n'assumait aucune responsabilité durable. Les dépenses mensuelles étaient couvertes sans poser de questions. Il pouvait disparaître pendant de longues périodes et revenir sans conséquence. La porte était toujours ouverte. Chaque faux pas était de rattraper chaque échec amorti par l'argent et une dévotion inconditionnelle. Sa vie ne s'est jamais complètement effondrée, mais elle n'a jamais vraiment tenu debout non plus. Les tentatives d'indépendance se sont rapidement évanouies, se terminant par le même retour familier à la maison. Ce qui avait commencé comme de l'amour s'est lentement durci pour devenir une cage invisible. Nick a vécu entouré de luxe, mais il est resté piégé à l'intérieur. Ce contexte d'indulgence et de protection n'a pas empêché la catastrophe. Il y a conduit directement. Nick Reiner a tué ses propres parents de ses propres mains. Après avoir commis cet acte inimaginable, il a été placé dans la prison de Twin Towers en attendant son procès.
Pour un homme qui n'avait jamais connu la privation, la discipline ou les conséquences sous leur forme la plus brute, ce n'était pas simplement une salle d'attente. C'était la collision soudaine et brutale entre une vie de refuge et la réalité impitoyable de l'enfermement. C'était le début de l'effondrement. Selon des sources proches de la situation, l'état mental de Nick Reiner en détention a sombré dans un chaos de plus en plus évident. Nick n'est plus la figure froide et silencieuse aperçue immédiatement après son arrestation, il perdrait progressivement le contrôle de son comportement et de ses paroles, comme si son esprit était violemment tiré d'un côté à l'autre de multiples couches de réalité. À l'intérieur de la cellule exiguë, les cris de Nick éclatent sans avertissement ni modèle. Tantôt, ce sont des cris rauques et frénétiques, tantôt ce sont des phrases fragmentées et décousues qui jaillissent. « Je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas moi. » Une voix décrite comme étant à la fois désespérée et confuse se répète encore et encore comme un disque rayé qui ne peut pas s'arrêter. Il y a eu des moments où Nick a claqué violemment ses mains contre la porte en acier, non pas comme un acte délibéré de protestation, mais plutôt comme un accès de colère inconscient. Lorsqu'on lui ordonne de se calmer, il devient soudainement silencieux pour se mettre à rire doucement quelques minutes plus tard, sans raison apparente. Les changements émotionnels sont si rapides que même les personnes habituées aux environnements de détention se sentiraient mal à l'aise. Plus troublante encore, Nick parle souvent à l'espace vide devant lui. Il s'assoit contre le mur fixant intensément un point invisible, murmurant des phrases qui s'éloignent sans signification. « Maman, ne t'inquiète pas. Je suis à la maison. » Il aurait murmuré, sa voix devenant plus douce comme s'il essayait de se rassurer. Selon une personne familière avec la situation, Nick connaît des moments de confusion identitaire totale. Il se désigne lui-même par le nom de son père ou de sa mère en changeant de voix et de manière de parler. Parfois, il parle d'un ton bas et lent comme un homme d'âge mûr, parfois il reprend la voix tremblante d'un enfant. « Papa est là !»« Tout va bien maintenant », murmure Nick bien qu'il n'y ait personne. Ces épisodes ne se produisent pas de façon continue, mais par vagues. Il y a de brefs moments où Nick semble lucide, capable de répondre à des questions et de comprendre où il se trouve. Mais il suffit d'un petit déclencheur, d'un claquement de porte métallique bruyant de pas qui résonne dans le couloir, et il glisse hors de cet état, replongeant dans le chaos familier. Des tentatives ont été faites pour intervenir. Le personnel de détention a demandé à Nick de rester assis, de respirer lentement et de parler clairement. Mais ces efforts ne fonctionnent que momentanément. Une fois que l'attention se déplace ailleurs, Nick reprend la même boucle comme si la conversation précédente n'avait jamais existé. Ce qui hante de nombreux observateurs, c'est la façon dont Nick semble ne plus pouvoir faire la distinction entre le souvenir et le présent. Des fragments de son ancienne vie, les parents de la maison, le sentiment de sécurité refont constamment surface et s'immiscent dans la dure réalité de la cellule. Il ne se contente pas de se souvenir du passé. Il semble le revivre même si tout a radicalement changé autour de lui. Lors de ses rares apparitions au tribunal, Nick a été vu portant un vêtement de sécurité contre l'automutilation, un gilet ample et informe sans ficelle, ni attache généralement réservée aux personnes considérées comme présentant un risque élevé pour elles-mêmes. Cette image contrastant fortement avec son ancienne vie de luxe ressemble à une reconnaissance silencieuse du fait que le système de détention lui-même craint que le pire ne se produise. Nick est actuellement détenu sans caution et restera à Twin Towers jusqu'à ce que les prochaines étapes juridiques se déroulent. Leur temps ne s'écoule pas en jours calendaires, mais par des tournées de médicaments, des contrôles de santé mentale et des nuits sans sommeil. Chaque jour est une attente épuisante, une attente d'évaluation psychiatrique, une attente de décision sur la stratégie de défense, une attente d'un procès qui est encore loin. Selon les personnes qui connaissent bien cet environnement, les tours jumelles sont particulièrement brutales pour les détenus souffrant de problèmes de santé mentale. L'isolement prolongé, le manque de contact humain et les conditions de vie implacables peuvent exacerber les troubles existants, poussant les gens plus rapidement vers leur point de rupture. Pour Nick, qui a déjà des antécédents de toxicomanie et d'instabilité psychologique, cet environnement n'est rien de moins qu'une épreuve cruelle. Personne ne sait exactement ce qui se passe dans la tête de Nick Reiner chaque nuit, alors que les lumières fluorescentes ne s'éteignent jamais et que les cris des autres cellules résonnent sans fin. Ce qui est certain, c'est qu'avant même que le tribunal ne rende un quelconque verdict, il est déjà confronté à une autre sentence, l'effondrement silencieux et continu de son propre esprit. Et alors que l'opinion publique continue de se disputer sur les accusations, les motifs et la future sentence, une question glaçante plane toujours dans l'air.
Nick Reiner sera-t-il suffisamment compétent pour se présenter devant un jury et participer à sa propre défense le jour venu? Et la maladie mentale peut-elle vraiment aider Nick Reiner à échapper à la responsabilité pénale? Nick avait déjà été diagnostiqué comme souffrant d'un grave trouble mental bien avant la tragédie et avait suivi de nombreux traitements. Quelques semaines seulement avant l'incident, son régime médicamenteux a été modifié par un nouveau médecin et le processus d'adaptation a été loin d'être facile. En même temps, selon ses proches, Nick abusait également de substances intoxicantes, ce qui a rendu son état psychologique encore plus incontrôlable. Cette combinaison est précisément la base sur laquelle l'équipe de la défense joue sa stratégie de la folie, un pari de vie ou de mort. Mais ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'une défense de la folie n'est pas synonyme de liberté. Le tribunal ne fonctionne pas sur une base de croyance, et c'est fini. Si le tribunal accepte cet argument, Nick ne sortira pas à la lumière du jour. Il sera envoyé directement dans un hôpital psychiatrique judiciaire, où il sera suivi 24 heures sur 24, parmi des individus véritablement psychotiques, instables et régulièrement contrôlés à l'aide de fortes doses de sédatifs. Leur temps ne se mesure pas en jours ou en mois, mais en dizaines d'années. On cite souvent les rares cas où les prévenus sont considérés comme guéris et finalement libérés, mais on oublie un détail crucial, ces cas impliquent généralement 23 années passées dans des centres de traitement fermés. Il n'existe pas de scénario dans lequel une personne retrouve une vie normale après seulement quelques années. Si Nick choisit cette voie, il s'enferme effectivement dans un espace où la volonté identitaire et le temps lui-même s'érodent progressivement. Si en revanche il est condamné à la prison à vie pour 2 meurtres au premier degré, l'existence de Nick Reiner entrera dans un état totalement différent qui ne sera plus défini par l'attente et ne contiendra plus aucune possibilité de renversement. La prison ne sera plus un lieu de détention temporaire avant le procès, mais un espace d'existence permanent où chaque jour s'étire comme une punition superposée à d'autres. Une fois condamné, Nick sera très probablement transféré dans le système pénitentiaire de l'État de Californie qui accueille les détenus purgeant des peines de longue durée ou à perpétuité. Compte tenu de la gravité exceptionnelle de 2 condamnations pour meurtre au premier degré, il pourrait être envoyé dans un établissement à sécurité maximale, voire supermax, où tous les mouvements et interactions sont contrôlés au plus haut niveau. Les prisons d'État pour les condamnations à perpétuité sont très différentes de la détention préventive. Des cellules plus petites prolongent les périodes d'enfermement. Le temps passé à l'extérieur est réduit au minimum et la surveillance est constante. La classification des détenus placerait probablement Nick dans une catégorie à haut risque non seulement en raison de ses crimes, mais aussi de ses antécédents d'instabilité mentale et de toxicomanie. Cela signifie qu'il risque fort d'être logé dans des unités restreintes où l'isolement devient la norme plutôt que l'exception. Dans le système des prisons à perpétuité, cependant, le crime de Nick le précéderait partout. Tuer ses propres parents, surtout si l'on prétend qu'il dormait au moment des faits, est un type de délit qui suscite un profond mépris dans la culture carcérale. Il n'est pas nécessaire d'en faire l'annonce publiquement. Lorsqu'il parvient aux oreilles des autres, Nick est immédiatement relégué au plus bas de la hiérarchie informelle où la faiblesse est examinée et punie. L'emprisonnement à vie est un état de tension permanent, où la violence n'éclate pas toujours ouvertement, mais est toujours présente en tant que menace silencieuse. Les détenus qui font l'objet d'accusations graves deviennent souvent la cible d'intimidations systématiques, de provocations isolées et de tests de réaction répétés. Pour quelqu'un comme Nick, sans expérience, sans alliance protectrice et sans capacité à s'adapter rapidement, le risque d'être attaqué est presque inévitable. Ce qui rend la situation de Nick encore plus difficile, c'est le fondement de sa vie antérieure. Pendant plus de 30 ans, il a grandi sous une protection quasi totale, où chaque échec était réparé par quelqu'un d'autre, et chaque crise était adoucie par l'argent et le dévouement de la famille. La prison est le seul endroit qui ne se préoccupe pas de ce passé. Il n'y a pas de sympathie pour les blessures psychologiques, pas de zone tampon pour la fragilité. Le rythme de la vie carcérale, réveil aux alarmes, repas à heure fixe, travail obligatoire, règles rigides et codes tacites de la société carcérale, sera un choc prolongé. Des choses apparemment insignifiantes, faire la queue, partager l'espace, rester silencieux au bon moment, deviennent des tests de survie. Même des erreurs mineures peuvent avoir de graves conséquences.
En outre, la prison est régie par la peur et la violence, un endroit sans armes où la force et la volonté sont la véritable monnaie d'échange. Il n'est pas nécessaire d'être le plus grand, mais il faut montrer que l'on peut se défendre, savoir se battre, être prêt à se battre et ne pas hésiter, voilà ce qui attire l'attention. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes immédiatement placé plus bas dans la hiérarchie clandestine. Physiquement, Nick Reiner n'est pas un petit homme, avec une taille de près de 6 pieds, 3 pouces et un poids de plus de 220 livres. Mais les chiffres ne disent pas tout. Ce corps ne reflète pas une force endurcie, il ressemble plus à un cadre indiscipliné, manquant d'une aura de réelle menace. En prison, les gens observent attentivement la posture, les réflexes de contact visuel et la présence mentale. Ils ne mesurent pas ce que vous ressentez. Être capable de violence contre des victimes vulnérables ne signifie pas être capable de la même chose contre des hommes qui ont passé 20 ans en prison fort de leur expérience, de leur réseau et de leur pouvoir. Il s'agit de deux mondes différents. Et de nombreux détenus, non pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils ont peur, n'hésiteront pas à exploiter cette faille. En prison, le fait de ne pas être assez dangereux peut devenir un désavantage fatal. La dure réalité est que tout change rapidement au cours de la première année. Le corps se dégrade, l'esprit s'épuise et le poids chute de façon spectaculaire. Quelqu'un qui entre à plus de 220 livres peut facilement tomber à environ 155 livres en moins d'un an, non pas à cause de la discipline, mais à cause de la pression des privations et de l'érosion incessante. La prison n'a pas besoin de tuer qui que ce soit, elle a seulement besoin de temps. Nick Reiner entre en prison avec presque rien. Oui, ses parents étaient des figures majeures d'Hollywood riches et célèbres, mais ils sont morts, et de la pire façon qui soit. Il n'y a plus de soutien financier, plus de chèques tranquilles, et plus de parents prêts à jeter des millions de dollars sur un nom définitivement lié à un crime horrible. En prison, il n'y a pas de concept de passé prestigieux, il n'y a qu'une seule question: qu'avez-vous? Et pour Nick, la réponse est rien. Si l'on considère tout ce qui s'est passé depuis la tragédie, il est très difficile de croire que Romy et Jake continueront à fournir un soutien financier à Nick à l'avenir. Dans leurs rares déclarations publiques, ils ne mentionnent absolument pas leur jeune frère, se contentant d'évoquer la douleur de la perte de leurs parents. Ce silence n'est pas neutre, il est froid et définitif comme une ligne déjà tracée. Pour eux, Nick n'apparaît plus comme une famille, mais comme la source d'une catastrophe impardonnable. En conséquence, la perspective d'un soutien financier de la part de la famille est pratiquement inexistante. Et en prison, l'argent, c'est la vie même. La haine n'a pas besoin d'être exprimée à voix haute, elle s'exprime par une rupture totale, pas de visite, pas de lettres, pas de soutien juridique ou matériel. Pour Nick, qui a passé toute sa vie à être pris en charge et protéger, cette rupture ne signifierait pas seulement un manque d'argent, elle signifierait l'effondrement complet de sa dernière bouée de sauvetage. Et pas d'argent signifie pas de protection. Pas de protection signifie devoir marcher seul dans l'un des environnements les plus dangereux des États-Unis, une prison de haute sécurité en Californie, où tout est sévèrement divisé en fonction de la race et du pouvoir clandestin. Là-bas, vous n'êtes pas accepté simplement à cause de la couleur de votre peau ou de votre nom de famille, vous devez prouver votre valeur. Et Nick n'a presque rien de valable à offrir. Les groupes de détenus blancs peuvent sembler amicaux au premier abord, mais cette acceptation n'est souvent que superficielle. Un individu faible sans argent et sans influence est facilement poussé dans le rôle le plus dangereux qui soit, en faisant ce que les autres ne veulent pas, se salir les mains. On appelle cela être un rat d'essai, celui qui est envoyé en premier pour voir comment le système réagit. Si vous survivez, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, personne ne perd vraiment quelque chose. La seule façon pour quelqu'un comme Nick de survivre est d'accepter de devenir une doublure. Il est logé avec des personnes qui possèdent des drogues de contrebande, des armes, des téléphones illicites, et lorsqu'une fouille a lieu, c'est lui qui s'avance pour porter le chapeau. En échange, il bénéficie d'une protection temporaire. Mais tout cela n'est pas encore le fond du gouffre. Ce qui entraîne vraiment Nick vers l'enfer, c'est la dépendance. En prison, la dépendance n'est pas une faiblesse qui suscite la sympathie, c'est une mine d'or pour l'exploitation. Aucun chef de gang n'intervient pour protéger une personne aux prises avec des substances. Au contraire, ils y voient une proie facile à contrôler, facile à contraindre, facile à manipuler. Derrière les barreaux, la perception des toxicomanes est totalement différente de celle du monde extérieur. La dépendance n'est pas perçue comme une maladie méritant de la compassion, mais comme une preuve de faiblesse et d'incapacité à se contrôler. Et une fois que vous êtes étiqueté comme faible, vous devenez instantanément une cible pour l'exploitation.
Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est le fonctionnement froid et impitoyable du système souterrain de la prison. Et si quelqu'un croit qu'aller en prison signifie que les choses seront plus propres que la vie à l'extérieur, c'est une illusion dangereuse. Les drogues en prison ne sont pas rares. Dans de nombreux cas, il est même plus facile de s'en procurer. La vraie question n'est pas de savoir si les drogues existent, mais leur prix. En prison, tout est outrageusement majoré, parce qu'il n'y a pas de concurrence et pas d'alternative. Une minuscule quantité de marijuana cachée dans le bouchon d'un baume à lèvres peut être vendue pour des dizaines de dollars, et c'est l'option. Lorsque vous voulez quelque chose de plus fort, le coût ne se mesure plus en argent. Quelqu'un comme Nick Reiner a le désir mais pas l'argent, et c'est là que la véritable spirale commence. Vous commencez par faire des courses, puis vous prenez des tâches plus risquées, des tâches que les autres ne veulent pas prendre en charge, directement déplacer des produits de contrebande, monter la garde, prendre le relais. Chaque emploi permet de gagner un peu de drogue, juste assez pour passer une journée de plus. Petit à petit, vous n'êtes plus une personne avec des choix, mais un outil jetable dans cette machine souterraine. C'est cela la vraie déchéance. Il ne s'agit pas d'un effondrement dramatique, mais d'un glissement silencieux, où chaque décision est pire que la précédente. Et une fois que vous vous engagez sur cette voie, personne n'a besoin de vous pousser. L'addiction elle-même vous tirera vers le bas échelon par échelon, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à perdre. La Californie ne plaisante pas avec ce genre de choses, et à vrai dire, aucune prison ne le fait. La loi clandestine est très claire, les dettes doivent être payées. Si ce n'est pas avec de l'argent, alors avec votre corps, votre sang ou votre vie. Il n'y a pas d'exception pour un nom de famille célèbre ou un passé riche. Alors s'il y a une dernière chose à dire, c'est celle-ci. Si Nick Reiner s'engage dans cette voie, la mort n'est plus qu'une question de temps. Peut-être pas demain, peut-être pas l'année prochaine. Mais un jour, un gros titre froid apparaîtra relatant une tragédie que tout le monde aurait dû voir venir. La mort définitive de Nick Reiner, une sentence sinistre pour l'homme qui a tué ses propres parents. Nick Reiner n'est plus le garçon protégé par le luxe hollywoodien, mais un homme mis à nu devant des conséquences irréversibles. Sa détérioration en prison, son isolement prolongé et la perspective de dépérir derrière les barreaux forment une conclusion sombre si froide que beaucoup la qualifient d'appropriée pour quelqu'un qui a ôté la vie à ses propres parents. Plus de lumière, plus de famille. Seulement des jours interminables qui s'écoulent dans un silence pesant où la mémoire elle-même devient la punition la plus dure. Mais la justice est-elle jamais une histoire simple? Entre le crime et la maladie, entre la responsabilité et l'effondrement mental. Où est la bonne ligne et où est le suffisant? Une condamnation à perpétuité ferme-t-elle toutes les questions ou ouvre-t-elle simplement une autre tragédie? Une tragédie dans laquelle un être humain est lentement écrasé jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et si la punition est nécessaire, dans quelle mesure est-elle vraiment juste? Que pensez-vous du sort de Nick Reiner? S'agit-il d'un prix inévitable ou d'une tragédie qui s'ajoute à d'autres tragédies? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre point de vue. Et si vous êtes intéressé par des analyses plus approfondies du droit des crimes authentiques et de la psychologie derrière les affaires criminelles, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer les prochains contenus.